Alors, bonjour à tous et bienvenue pour démarrer ce webinaire 5 axes pour une équipe agile. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer pour cette fin de matinée, c'est qu'on balaye quelques notions sur la partie agilité. Alors bien sûr, je vais commencer par faire une petite introduction et me présenter. Et puis ensuite, regarder un peu, finalement, quand on parle agilité, de quoi est-ce qu'on parle, de quoi parlent nos clients et quel est notre regard à nous sur la partie agilité. Et puis vous proposer un outil, en fait, qui est un outil qui permet de lancer un travail autour d'une démarche agile dans une entreprise, qui est l'outil de diagnostic que l'on utilise pour démarrer avec nos clients. Alors tout d'abord, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Catherine Desriteaux, je suis associée et cofondatrice du cabinet Over the Moon, avec une expérience malheureusement très longue déjà, qui mêle un management opérationnel, de l'accompagnement dans les entreprises en transformation, en consulting. J'ai fait un très long parcours dans les télécoms, dans les grands groupes, où j'étais directrice de la transformation, accompagné beaucoup de projets, notamment autour de fusion-acquisition. Et j'ai acquis une conviction très forte, qui est celle que je partage avec tous les gens qui travaillent pour Over the Moon, que les projets qui réussissent sont ceux qui réussissent à embarquer les équipes. Et d'ailleurs, c'est la conviction d'Over the Moon. C'est même notre credo. C'est notre credo qui rien n'arrête les équipes qui savent collaborer. Et c'est ce que nous faisons tous les jours au travers de différents modes d'intervention chez nos clients, qui partent d'une partie un peu plus stratégique sur comment projeter une stratégie collaborative dans une entreprise et comment la co-construire avec toutes les équipes, à mener un projet de transformation, quelle que soit la taille, quel que soit le sujet du projet de transformation, à partir du moment où on veut être sûr d'embarquer les équipes et d'en faire une aventure collective. Notre méthode, qui est l'architecture collaborative des organisations, permet d'accélérer la réussite de vos projets et d'être sûr qu'on embarque bien les équipes. À la suite de ça, on a aussi pas mal d'éléments qui sont soit des masterclass, soit différents accompagnements qui permettent de pérenniser ce mode et d'aller vers une entreprise durable et qui installe durablement la collaboration à l'intérieur de son entreprise. Vous le savez, quand on décide de mobiliser les collaborateurs et de les embarquer, il y a des moments très importants qui sont tous les rendez-vous collectifs, tous les séminaires, les workshops que l'on fait, et ça fait partie de nos offres phares que de vous aider à réussir ces séminaires et de faire en sorte que ce ne soient pas des séminaires dans lesquels on déverse une bonne parole, mais qui mettent en action les équipes et qui se lèvent à l'issue du séminaire et qui soient capables d'aller vers le projet. Et enfin, la dernière partie, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, qui est la partie évaluée, avant de se lancer dans un projet, parce qu'on partage des convictions, parce qu'on a envie de démarrer des choses dans une entreprise. Eh bien, comment est-ce qu'on évalue là où on en est, vers où on a envie d'aller, et comment est-ce que surtout on a un alignement des vues et une prise de conscience collective qui permet déjà d'avoir le même point de départ quand on se lance dans un projet. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Rapidement, je vais passer sur quelques références en fait des clients qui nous ont fait confiance et qui ont travaillé avec nous. Vous voyez que ce sont des clients qui sont dans tous les domaines, qui va d'Idemia, Amadeus, PMU, Citeo, Bouygues, Le Figaro. On a aussi pas mal de PME, de start-up dans nos clients, parce que nous ne sommes pas des consultants experts dans un domaine, mais vraiment notre expertise, c'est autour de la collaboration. Et donc, on fait réussir les équipes en place, on ne fait pas à leur place. Et on s'inscrit toujours dans un mode de transmission qui fait qu'on accompagne nos clients, quel que puisse être leur secteur d'activité. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord vous proposer, donc, dans une première partie, vous faire une petite présentation de comment nous, on regarde ce genre de sujet. Bien sûr, n'hésitez pas pendant toute la présentation, si vous avez des questions, à les poser sur le fil de conversation. Et puis, on entamera un échange à la fin du webinaire pour qu'on puisse adresser ces différentes questions. Pour démarrer, finalement, que nous disent nos clients quand ils nous appellent pour parler d'agilité? Alors, honnêtement, on a eu tout un tas de questions très, très différentes et à des niveaux très différents. Ça peut partir d'un constat très simple, qui est de dire, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas le bon modèle. On a des réunions très longues, il y a trop de gens, on n'arrive jamais à décider. Et ça crée une inertie dans notre organisation et on a du mal à bouger tous ensemble. Mais ça peut être aussi, finalement, voilà, on vient de faire un gros travail pour faire une organisation qui pour nous était plus flexible, qui allait nous permettre d'accélérer. Et finalement, on a changé notre organisation pour être plus focus, mais on n'a pas changé nos modes de fonctionnement.
et au final, on a quand même du mal à être à l'heure sur nos marchés. Ça peut être aussi des entreprises qui, à un moment donné dans leur histoire, parce qu'il y a une rupture technologique, une rupture de marché, ont réussi à trouver un moment d'agilité très intense. Parce que quand les circonstances nous y obligent, on sait mobiliser des équipes transversales, adresser des projets compliqués avec des cycles de décision courts. Mais finalement, comment est-ce qu'on trouve ce mode de faire au quotidien et comment est-ce qu'on applique ça à tous nos projets? Et enfin, tout bêtement, on a certains clients qui viennent nous voir en nous disant on a besoin d'être plus agile. Mais la difficulté, c'est que cela paraît évident à tout le monde, mais finalement, quand on cherche une solution, chacun a une vue différente. Et c'est bien ça un peu le point de départ de la conversation, puisque finalement, quand on pose cette question-là à nos clients et qu'on leur dit, pour vous, finalement, quand on parle d'agilité, de quoi parle-t-on? Je vous ai donné un exemple au travers de ce nuage de mots de quelques éléments que les clients nous livrent quand on leur pose cette question. Et vous voyez qu'ils sont de nature très, très différente. Alors, il y a des choses qui se recoupent pas mal. On parle d'agilité d'entreprise, donc on parle de délégation, on parle de créativité, d'aventure, d'ouverture, de vitesse d'exécution. Les gens qui sont avancés un peu dans la partie agilité informatique ou qui ont participé à des projets euh, agiles informatiques ont directement des mots très techniques sur le scrum, le sprint, les itérations, le fonctionnement en petites équipes. Parce que malgré tout, ces méthodes-là, elles sont inspirées des méthodes d'agilité informatique et du manifesto de l'agilité informatique. Tout le sujet, c'est de se dire finalement, ces méthodes-là, dont on voit que ça crée quand même un peu plus de valeur au sein des équipes informatiques, qu'est-ce que je peux en faire quand j'essaie de l'adapter à mon entreprise? Et on a aussi des réactions qui sont des réactions beaucoup moins positives autour du mot. J'ai un client, par exemple, qui spontanément m'a dit, pour moi, l'agilité, c'est le chaos. D'autres qui te disent le mouvement, c'est un mouvement perpétuel, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Et donc on voit que ça n'est pas seulement, c'est pas quelque chose qui ne fait que rassembler, c'est aussi quelque chose qui peut diviser les équipes. Donc au final, ce dont on va avoir besoin, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que nous on veut en termes d'agilité pour notre entreprise. Notre regard à nous, quand on parle d'agilité, il est finalement assez simple. C'est être capable de passer d'un mode prédictif à un mode adaptatif. Alors on a mis l'image du caméléon, il ne s'agit pas de changer tout le temps, d'où l'idée que ça n'est pas le chaos, justement, mais c'est bien d'être capable de passer si on prend l'exemple du budget, par exemple, un exercice budgétaire long et douloureux qu'on essaie d'exécuter pendant 12, 18 ou 36 mois, alors que finalement l'environnement bouge tout le temps et qu'on aurait besoin de lancer des nouveaux projets, d'en arrêter certains et de faire des pivotements. Donc comment est-ce qu'on peut, à la taille d'une entreprise, et pour toutes les fonctions, y compris les fonctions régaliennes comme les finances ou les RH par exemple, passer d'un mode prédictif à un mode adaptatif? Quelques mots d'introduction avant de se lancer dans une proposition de solution. Finalement, quand on parle d'agilité, est-ce qu'on a tous le même besoin d'agilité? Et évidemment, ce n'est pas le cas, parce qu'on ne vit pas tous dans le même monde. En fonction de l'environnement dans lequel vous bougez, vous avez déjà un besoin d'agilité externe qui peut être très différent. Si vous êtes sur un marché à croissance très forte, si vous êtes Amazon, si vous êtes Tesla dans les voitures électriques, si vous êtes Google ou Spotify, eh bien, vous n'avez pas la même agilité que si vous êtes un marché très mature avec une croissance très faible, que ce soit aujourd'hui des grandes sociétés d'alimentaire par exemple ou d'autres. De même, si votre niveau de complexité du marché est faible, des concurrents consolidés, peu de nouveaux entrants dans votre marché, peu de gens qui proposent la même chose que vous, ou si vous êtes dans un niveau de complexité du marché très fort, avec des nouveaux concurrents qui naissent tous les jours, des nouvelles offres, des changements d'usage de vos marchés, vous n'avez pas du tout besoin du même besoin d'agilité. Pour donner quelques exemples, quand on est ce qu'on appelle l'agilité de contention, donc une complexité faible et un marché mature avec croissance faible, vous pouvez prendre des exemples comme Arcelor ou Lafarge, qui ont des activités très installées et qui ont besoin finalement d'être capables de s'adapter à des circonstances, mais en gardant en tête leur process, le côté très lean de leur activité. Si vous êtes Amazon, vous avez une croissance du marché très forte, mais finalement, vous êtes sur un marché qui probablement est assez simple par rapport à ce que vous voulez faire et votre modèle est assez simple. Vous êtes dans une agilité d'exécution. Besoin d'aller extrêmement vite et d'aller très très vite pour être sûr que vous êtes bien en train de délivrer la promesse que vous avez faite à vos clients.
Si vous vous appelez Danone, vous êtes dans un besoin d'agilité durable. Votre marché bouge, les usages changent, les nouveaux clients ont des attentes très, très différentes et vous êtes sur un marché qui est un marché à croissance, faible globalement, sur lequel vous avez des poches de valeur, mais comme vous avez déjà une grosse part de marché, vous avez un besoin d'agilité durable. Comment est-ce que j'inscris durablement mes processus, mes modes de faire pour m'assurer que j'adresse la complexité du marché et que je garde, mes parts de marché? En haut à droite, sur l'agilité de foisonnement, vous avez tous les nouveaux entrants, ceux qui vous proposent des nouveaux services tous les jours, des Google, des Spotify, qui eux sont dans une agilité de foisonnement qui est à la fois l'innovation et à la fois la captation de parts de marché. C'est d'ailleurs probablement pour ça que ce sont eux qui proposent les modèles aujourd'hui qui sont les plus inspirants dans ce type de problématique, même si tous les modèles nécessitent d'être adaptés à une culture d'entreprise. C'est d'ailleurs un message fort de se dire, l'agilité, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une façon de faire. Ça dépend de là où vous partez et de là où vous voulez aller et c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, ça fait partie du sujet, qu'on va aborder ensuite. Nous, on a quelques principes parce que d'abord l'agilité, tout le monde peut dire: «Je suis agile» parce que dans ma tête, je suis agile, je sais, m'adapter, au monde, je sais apprendre des nouvelles choses, je sais proposer des nouvelles choses. Mais l'agilité au niveau de l'entreprise, c'est une compétence collective. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est agile? Et ça s'acquiert dans l'action collective, ça s'acquiert pas dans les bouquins. Enfin, un peu quand même. Quand même 2-3 bases, pour savoir ce qu'on veut faire, mais clairement, c'est essayer ensemble pour trouver l'agilité dont on a besoin. Il y a quand même quelques caractéristiques communes que les équipes agiles partagent et qui leur permettent d'agir dans le bon sens. La première chose, et on va y revenir tout à l'heure, c'est un but commun. Parce que pour vivre ensemble une aventure, il faut qu'on partage le même objectif. Et quand les projets sont un peu longs, vous l'avez sûrement tous déjà vécu, on a tendance à perdre de vue ce but commun. Le deuxième, qui est un peu plus technique sur la partie agile, qui est un besoin fort de collaboration, qui est un fonctionnement par itération apprenante, avec des rituels qui sont centrés valeurs. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire itération apprenante, mais on a bien dans l'idée, effectivement, quand on parle de Scrum, de sprint autour des mots de l'agile, que on a ce mode itératif où on travaille sur des périodes données et on s'arrête régulièrement pour regarder comment être sûr qu'on a bien toujours le bon plan par rapport à ce qu'on va faire. Le troisième, qui est extrêmement important pour nous, est un besoin d'engagement des acteurs. Chaque acteur au sein de l'équipe doit se sentir librement et solidairement engagé dans un rôle qui est nécessaire à la réalisation de l'histoire collective. Le quatrième est très technique, parce que pour faire tout ça, pour que l'équipe puisse avoir un but commun, pour que chacun se sente bien dans son rôle et prenne en charge ses responsabilités, il faut que l'équipe puisse partager une discipline de controverse, c'est-à-dire une façon de poser sur la table des idées et de faire en sorte que l'équipe vous aide à les faire maturer, vous aide à vous arrêter quand l'idée n'est pas faisable et vous aide à l'enrichir quand cette idée vous permet d'avancer. Et cette discipline de controverse, c'est elle qui va protéger et encourager l'innovation et les innovateurs qui le proposent. Et enfin, le dernier, et non pas le moindre, on en a tous besoin, on a besoin de reconnaissance quand on travaille. Et donc, c'est important dans une équipe agile que chaque acteur se sente valorisé quand il contribue à la performance collective. Et c'est un axe qu'il ne faut pas oublier, vous verrez tout à l'heure que c'est un axe fort dans les diagnostics qu'on fait avec nos clients. Donc voilà un peu notre façon de regarder l'agilité. Et finalement, en fait, quand les clients nous posent cette question-là, ce par quoi on leur propose de commencer, c'est un premier mouvement assez simple, qui est avec l'équipe dont on parle, et vous allez voir tout à l'heure qu'elle peut prendre différentes formes, cette équipe, c'est d'engager une conversation pour une prise de conscience commune. On l'a vu tout à l'heure, on n'a pas tous besoin de la même agilité. Ce qui est important déjà, c'est d'avoir un point de départ commun. On sait d'où on part, on sait ce dont on a besoin. Cette conversation, on propose de l'engager autour d'un outil qu'on a conçu, qui s'appelle le diagnostic d'agilité. Et cette conversation, on peut l'avoir avec différentes formes d'équipe. Ça peut être une équipe projet, parce que elle se rend compte qu'elle a besoin de changer son mode de fonctionnement et ses modes de faire. Ça peut être un département d'une entreprise. On travaille très très souvent avec les départements marketing sur ce genre de situation.
parce qu'ils sont tous challengés sur leur time to market. Et on voit que ce type de méthodologie a une façon de faire qui permet de mieux coller au time to market attendu par les clients et par les forces commerciales qui tapent à la porte tous les matins. Et ça peut aussi être à la taille d'une entreprise. Quand une entreprise dans son ensemble se dit je veux être plus agile, parce que finalement, pour une équipe, ça n'est pas très simple, parce que si l'équipe elle-même trouve son besoin d'agilité, elle va vite se heurter au reste de l'organisation. La finance n'est pas agile, la DRH ne l'est pas forcément, la direction juridique non plus, l'informatique l'est encore moins, et puis les usines encore moins. Donc, c'est pas très, très agréable d'être une petite coquille de noix au milieu de l'océan. Et on a quand même pas mal de clients qui viennent nous voir en disant c'est l'ensemble de mon entreprise que je veux engager dans ce travail. Donc voilà pour cette partie introduction. Maintenant, ce que je vous propose de regarder ensemble, c'est mais finalement comment on s'y prend. Alors, on a conçu ce diagnostic pour pouvoir engager cette conversation avec toutes les parties prenantes de l'équipe dont il s'agit. La petite introduction que je viens de faire sur quelle définition nous donnons à Agile, c'est vraiment le point de départ de cette conversation. Donc concrètement, en fait, on réunit une équipe. C'est un séminaire qu'on va mener sur une journée. Et on va les faire travailler ensemble, soit tous ensemble, soit par petits groupes en fonction de la taille du groupe. Tout simplement parce que avoir une conversation à 15, c'est compliqué. Il y en a toujours 2 ou 3 qui se planquent parce qu'ils ne veulent pas parler et il y en a d'autres qui prennent un peu plus de place. Donc notre conseil, c'est quand on veut vraiment avoir une instruction de fond, on est pas mal à 4 ou à 5 et en tout cas jamais plus de 7. Donc on crée ces conditions-là, même si l'équipe est large, même si on a 30-40 personnes, on va créer les conditions pour que les gens puissent vraiment se parler en petits groupes. Mais la première séquence, celle qui est en noir sur l'écran, on va la faire ensemble, c'est-à-dire finalement partager ensemble la définition que chacun a à Agile. C'est le moment où on se rend compte que tout le monde a une vision différente, que même certains ont des propositions de solutions mais ne sont pas alignées, et ça va permettre d'être le point de départ de la conversation. Et on va la mener en 2 temps. La première partie, mais finalement, en tant qu'entreprise, avons-nous vraiment besoin d'être plus agile collectivement? On nous a appelés pour ça, donc ça peut être une question étrange à se poser, mais finalement, est-ce que ce travail en plus d'agilité, c'est ce qu'il convient de mettre en place pour nous? Et on va le faire là aussi sur 2 axes différents. Un, est-ce que notre environnement, notre marché, notre compétition requiert plus d'agilité de notre part? Et sur le deuxième axe, est-ce qu'en interne, notre culture et la façon dont nous travaillons aujourd'hui est déjà assez agile ou pas? Quand on aura répondu à cette première question, vous allez voir tout à l'heure la forme que prend la réponse, on va passer sur un axe qui est déjà un premier axe d'actionnement, de se dire, d'accord, si on décide d'aller ensemble vers plus d'agilité, vous voyez qu'on pourrait s'arrêter d'ailleurs au deuxième et ne pas faire le troisième, comment est-ce qu'on fait pour être plus agile collectivement? Et surtout, par quoi on commence? Donc, quels sont les points sur lesquels on est déjà avancé, moins avancé? Quelles sont les premières disciplines qu'on doit actionner avec nos équipes? Et puis derrière, finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans le trimestre qui vient? Je vais commenter d'abord la première partie qui est en rouge, qui est finalement comment est-ce qu'on analyse ce besoin d'agilité au niveau de l'entreprise ou d'une équipe. On va proposer aux gens de se positionner sur une grille, qui est celle-ci, qui analyse sur la partie gauche l'urgence due à l'environnement et en bas l'urgence due au manque de culture agile de l'organisation. Et les notes que vous voyez ici de 1 à 5 sur chaque axe, on va les déduire d'un questionnaire que les gens vont partager. Alors, je vous en donne un premier exemple sur la partie verte, donc l'urgence liée à l'environnement. On va leur proposer, donc par petite équipe, entre 4 et 7, de répondre ensemble à 7 questions qui sont sur ce document. D'une première partie, effectivement, par rapport à la grille qu'on a vue tout à l'heure, est-ce que notre marché est en extension ou en contention? Et puis finalement, quel est le niveau de chaos de notre marché? Est-ce que, j'ai par exemple highlighté une question ici en rouge. D'un côté, nos concurrents sont peu nombreux, ils sont connus, donc notre marché est peu chaotique. Et de l'autre côté, les concurrents sont nombreux et émergents. En gros, quelqu'un dans une cave peut proposer un service qui va venir manger ma poche de valeur et je ne vais pas le voir venir. Et donc là, on obtient une note de 4. Donc chaque acteur, chaque petit groupe va répondre à ça.
Ensuite, on va mettre en commun les réponses et puis s'aligner en discutant avec les différents groupes. Et ça va nous donner en fait une note globale par rapport à ce diagnostic-là. Alors, je vous le montre une fois et puis je ne le remontrerai pas après, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Par exemple, sur cet axe 1 qui est la dynamique du marché, si vous avez plus de 9, vous êtes sur un marché en expansion. Si vous avez de 6 à 9, vous êtes un marché stable et moins 6, vous êtes plutôt sur un marché de contraction. Et donc, ça va vous donner une note sur une ligne. Et avec le deuxième axe, ça vous donnera une note en colonne, ce qui vous donnera le nombre de points total sur cette partie besoin de l'environnement. Par exemple, si je suis sur un marché qui est assez stable et finalement peu chaotique parce que je n'ai que 2 concurrents et j'en ai pas de nouveaux qui vont arriver, je vais me retrouver avec une note de 1 sur mon urgence externe. A contrario, si je suis sur un marché de contraction, par exemple, mon marché est très mature, mais par contre, comme c'est un marché qui est assez juteux, c'est un marché très chaotique, avec des ruptures régulières, soit de réglementation, soit de concurrence, je vais me retrouver avec une note de 4. On verra tout à l'heure comment on rapporte cette note dans la grille. De la même façon, on va passer sur le diagnostic du besoin de changement de culture de l'organisation. Là, on a beaucoup plus de questions parce qu'on a 2 axes de travail. Le premier étant le niveau de l'agilité vu par les clients. Et d'ailleurs, c'est quelque chose auquel parfois nos propres clients ont beaucoup de mal à répondre, ce qui est un signe. Hein. Ça veut dire que finalement, ils ont quand même un peu de mal à voir comment les clients les perçoivent, et donc ça veut dire qu'ils ont peu de contact avec eux. Et le deuxième axe est le niveau d'agilité tel qu'il est perçu en interne. Donc là, j'ai mis un exemple de question. Si les clients disent de vous, ils ne sont ni solidaires entre eux, ni cohérents, ou alors, à contrario, ils disent ils ont l'air très solidaires et ils sont engagés, on voit qu'effectivement, d'un côté, on a une image peu agile et de l'autre côté, on a une image très agile du point de vue de l'externe. Et en interne, on aura une culture qui sera considérée comme peu agile ou très agile. Là aussi, on va faire la somme des notes et on va aligner les différents groupes qui ont travaillé. D'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on fait ça, puisque ça peut paraître compliqué d'aligner des groupes. Vous avez 3 acteurs qui discutent et qui se disent bon, bah, nous, on est à 2. Et puis, il y en a 3 autres dans leur coin qui reviennent avec une note de 4. C'est ces moments-là, c'est mes moments préférés, finalement. Là où les groupes ne sont pas alignés, parce que là, on rentre vraiment dans une conversation actionnante qui fait que chacun donne des exemples et finalement, ils vont se rendre compte que les perceptions des uns et des autres peuvent être très différentes. Et ça leur permet à la fin de se dire, ben oui, notre vision commune, quand on la rend plus pragmatique et quand on la rend plus objective, voilà, c'est celle-là. Au final, l'addition de ces différentes notes va permettre de se positionner sur notre grille de tout à l'heure. Donc, on va obtenir une note qui nous met dans un de ces carrés. Donc, sur la partie haute, sur la partie rouge, vous avez une urgence forte à aller vers plus d'agilité. Et si vous êtes dans le bleu, vous avez une urgence faible à aller vers plus d'agilité. Et donc, on peut s'arrêter là. En général, quand les clients nous ont demandé de venir pour leur parler d'agilité, c'est qu'ils ont quand même une petite idée qu'il faut aller vers plus d'agilité. Donc, parfois, on est comme là sur mon exemple, sur une entreprise qui a besoin de plus d'agilité, mais que ça ne met pas en danger. Mais on est quand même très souvent dans des notes bien supérieures où on se rend compte qu'il est très urgent de changer l'agilité au sein de l'entreprise. Ça permet déjà au groupe de travail de se dire, ah ben oui, tiens, voilà, nous aujourd'hui, on en est là. Et de se dire, ben, on a besoin d'engager une démarche. Finalement, s'il y a une chose à retenir de ce premier exercice, quand on fait le diagnostic, c'est celle-ci. C'est pas la note qui compte. Parce que la note, à la limite, chacun aurait pu la mettre sur la grille avant même de discuter. Ce qui compte, c'est la conversation. On a un groupe qui avait une idée, une intuition, qui n'était pas forcément d'accord, et qui au final a engagé une conversation autour de vrais sujets, des sujets très concrets sur comment nous voient nos clients, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions, comment est-ce qu'on fait pour faire des exercices collectifs. Et on a un groupe qui, à la fin de la conversation, a une prise de conscience commune. Je n'ai jamais vu un groupe, à l'issue de cette première conversation, se dire « Ah non, mais la note qu'on a mise au final, elle n'est pas correcte. » Donc, encore une fois, ça n'est pas la note qui compte, c'est la conversation. C'est pour ça que c'est quelque chose qui nécessite un peu de temps, qui a de la valeur pour une entreprise, qu'on conseille toujours à nos clients de faire d'ailleurs à l'extérieur de son entreprise, surtout quand on commence par son codir,
de façon à ce que cette conversation soit une conversation de qualité. Une fois qu'on est aligné sur ces vues-là, bon, ça n'est que le début. C'est à partir de maintenant, finalement, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et par quoi est-ce qu'on peut commencer? Donc là, nous, on a notre façon de voir l'agilité qui est celle que j'avais partagée avec vous au démarrage. Et on va leur proposer en fait de mener un exercice un peu plus fouillé sur se dire, ben, sur les 5 axes d'agilité que j'ai commenté sur mon introduction, ben, où est-ce qu'on doit mettre notre effort? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et ça donne effectivement là où on doit mettre notre effort. Donc on va faire avec eux une petite araignée où ils vont se donner des notes sur est-ce qu'on a besoin de plus de sens, c'est-à-dire d'être sûr qu'on a bien un but commun, un objectif commun. Est-ce que notre besoin est un besoin de collaboration et de mettre en place des méthodes avec des itérations apprenantes, etc. Est-ce que notre besoin est un besoin d'engagement dans des rôles? Est-ce que chacun connaît bien son rôle et son périmètre de responsabilité? Est-ce qu'on a besoin d'une méthode qui nous aide à mieux travailler ensemble pour être capable de se challenger et d'aboutir à des co-constructions communes, qui est une méthode de controverse, qui pour nous est un mot très positif, la partie controverse? Ou est-ce qu'on a besoin de signes de reconnaissance dans notre organisation? Parce que finalement, les gens travaillent et ne savent pas franchement si quelqu'un voit ce qu'ils font. Là aussi, on va utiliser la même méthode, qui est toujours notre méthode de conversation, et on va proposer sur chaque axe aux équipes de remplir des grilles de diagnostic. Alors, je vais les balayer assez rapidement pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Si je prends par exemple la grille besoin de sens, à chaque fois, vous allez avoir 7 questions et les équipes vont se positionner toujours très facile sur une échelle de 1 à 4. Alors, ça peut paraître un peu compliqué de se dire, mais c'est quoi cette échelle de 1 à 4? Mais finalement, dès que la conversation s'enclenche et que les gens trouvent des exemples derrière les questions, ça devient extrêmement facile pour eux de se positionner de 1 à 4. J'ai bien sûr toujours un groupe qui se positionne à 2,5, parce que l'avantage de mettre 2 à 4, c'est qu'il n'y a pas de moyenne. Vous le voyez, on ne peut pas se mettre au milieu. Mais bon, ça se gère. Ça se gère et on arrive assez facilement à leur faire prendre position. Un exemple de question sur ce besoin de sens, et derrière laquelle probablement chacun peut se retrouver, c'est soit à une extrême, on a chacun se sent contributeur du projet de l'entreprise, et à l'autre extrême, la stratégie chez nous, c'est un truc de dirigeant, on est là pour exécuter et faire bien le boulot. En général, on arrive assez facilement à se positionner. Et vous voyez que du coup, si on est du côté gauche et on se retrouve avec une note de 1, finalement, le besoin de plus de sens n'est pas prioritaire. Si on est à 4, on a vraiment un besoin de sens énorme qui est exprimé par les équipes. Une fois qu'on a rempli ces grilles, et encore une fois qu'on a aligné les différents groupes de travail, on additionne les notes pour se donner une somme qui va donner le besoin de plus de sens. Sur le second axe, qui est un peu plus compliqué parce que finalement, on la rencontre déjà dans un aspect un peu méthodologique et sur les approches centrées valeurs et sur le fonctionnement en itération. Mais il y a des choses qui sont aussi très simples, on en a parlé un peu au démarrage, mais il y a le cycle de décision, par exemple, est un marqueur très fort de la collaboration. Si je prends la question B, à gauche, on décide en réunion une fois que tout le monde est d'accord sur le terrain et les réunions de décision sont courtes. Donc là, on a une équipe qui est déjà très collaborative. Et à droite, on règle les problèmes en réunion. Il y a plein de réunions, il y a beaucoup de monde dedans, et les réunions sont extrêmement longues. Mais on balaye aussi d'autres thématiques, comme finalement comment est-ce qu'on fait les budgets, comment est-ce qu'on fait les rétrospectives, est-ce qu'on s'arrête régulièrement pour être sûr d'avoir fait les bons retours d'expérience et de ne pas refaire les mêmes erreurs de ce qu'on sait faire. Est-ce qu'on a de la flexibilité dans l'allocation des ressources? Comment est-ce qu'on fait évoluer notre roadmap? Donc on balaye des sujets assez larges qui vont un peu sur toutes les fonctions de l'entreprise. Le troisième axe est un axe d'engagement. L'axe d'engagement, il est vraiment au cœur de toutes nos méthodologies parce qu'effectivement, quand un acteur est bien engagé dans son rôle, qu'il l'a accepté, qu'il l'a compris, que son périmètre de responsabilité est clair, ça donne un cadre qui permet de toute façon une meilleure collaboration dans les projets. Je vais prendre un exemple de question, la question D. Des équipes qui sont engagées vous disent on a une bonne visibilité des rôles, même quand on ne connaît pas quelqu'un, on sait par son poste ce qu'il fait.
Et des équipes qui finalement ont un sujet sur l'engagement vont vous dire: «Les rôles ne sont pas très clairs, on ne sait pas qui fait quoi ni sur qui on peut compter». Donc là, on est beaucoup plus sur constater des comportements, des façons de parler, des fonctionnements en silo, des fonctionnements transparents, des gens qui sont là pour s'entraider, plutôt que des gens qui sont là, pour, travailler, dans le petit périmètre, qui leur a confié. L'axe suivant, qui est un peu technique, je le reconnais, et qu'on appelle chez nous méthode de controverse. C'est-à-dire, est-ce que les équipes sont dotées d'une méthode qui leur permet de questionner ce qu'on leur propose? On a très, très souvent dans les projets un chef de projet qui vient et qui vous dit: «On va faire ça». Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, vous pouvez quitter la salle. Mais c'est très, très compliqué de questionner, ce qu'il propose, et quand on pose des questions ou qu'on demande des choses, il va passer son temps à vous expliquer comment vous pouvez vous en passer. Finalement, ce qui compte pour pouvoir avoir une équipe qui soit alignée et une équipe qui prenne des décisions, dans le bon sens, c'est d'avoir une méthode de travail qui permet de confronter des points de vue. C'est l'objectif, par exemple, de la question E, confronter des points de vue, aboutir à des actions concrètes. Versus un fonctionnement, chez nous, c'est le chef qui décide, les débats, c'est fait pour convaincre. En général, ça marche pas très bien parce qu'on ne convainc pas tellement les gens, c'est plutôt qu'ils se convainquent en passant à l'action. Donc il y a cette série de questions va vous permettre de voir si finalement vous êtes suffisamment mature en termes de méthodologie pour avoir une vraie co-construction. Pour que les gens soient à l'écoute, mais en même temps, et une méthode qui soit suffisamment claire pour qu'ils réussissent à décider. Parce que quand on parle de controverse, on ne parle pas de consensus. D'ailleurs, nous, on ne parle jamais de consensus dans ce qu'on fait. On considère qu'effectivement, les gens proposent des choses, ils les discutent, ils les travaillent, et à la fin, ils prennent une décision. Alors, la décision n'est pas forcément la décision de tout le monde. Mais à partir du moment où on partage un but commun et qu'on est solidaire autour de ce but, on accepte que celui qui porte la responsabilité prenne la décision. Mais pour ça, effectivement, il faut chacun être bien sûr qu'on a une méthode de controverse qui permette de le faire en bonne entente. La dernière partie qui nous tient très très à cœur chez Over the Moon, et qu'on appelle le besoin de fun, qui est en fait le besoin de signe de reconnaissance de l'organisation. Alors, quand on dit besoin de fun, on pourrait penser que derrière, c'est uniquement une question d'aller boire des coups à la fin d'une journée pour une équipe. Alors ça, c'est très sympa, mais ça suffit pas. On parle en fait des mécanismes qui vont permettre aux équipes de travailler dans une bonne ambiance. Et vous l'avez tous vécu, une équipe qui a une bonne ambiance de confiance et de transparence, elle réussit mieux. Pour ça, ça veut dire qu'effectivement, à tout moment, on est capable de savoir où on en est. On a des indicateurs, on les partage, on travaille en transparence. On base aussi les nominations des gens sur une part de volontariat et ils sont contents qu'on puisse les avoir choisis. Et par exemple, la question que j'ai choisie ici, c'est quand on se rencontre, c'est pour mettre en valeur ce qui a marché et échanger entre praticiens sur les expériences, versus quand on se rencontre, c'est pour entendre un discours du central et de la communication très descendante. Donc on sait qu'on a tous besoin de reconnaissance dans une organisation et il faut être sûr qu'on reconnaît les gens pour ce qu'ils apportent et qu'ils sont valorisés par rapport à ce qu'on voit se passer sur le terrain. Donc dans les projets Over the Moon, vous allez voir que les héros qu'on met en valeur dans un projet et dans une communication, ce sont ceux qui réussissent sur le terrain. Ce ne sont pas les directeurs de projet, les directeurs de programme ou les patrons. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, c'est très sympa. Et finalement, ce qui est important, c'est que ce soit les équipes qui soient embarquées et qui soient reconnues sur ce qu'elles fassent. Donc voilà, rapidement, j'ai balayé les 5 axes qui, pour nous, sont vraiment les marqueurs des équipes agiles au sein d'une entreprise. Au final, on va se donner une note, parce que même si je vous ai dit tout à l'heure que ça n'était pas la note qui était importante, c'était la conversation, et ça reste vrai, c'est quand même important que ce travail-là qu'on a fait en commun puisse permettre de rebondir derrière vers qu'est-ce qu'on fait de cet alignement de nos vues, de cette vision qu'on vient de partager. Donc à la fin, sur notre petite araignée, on va positionner les résultats des différentes grilles d'analyse. Donc vous voyez par exemple que cette équipe-là, elle affichait un très fort besoin de sens, un fort besoin de collaboration et un fort besoin de méthode de controverse, alors que finalement, ils se sentent assez à l'aise dans le rôle dans lequel ils sont engagés et qu'ils ont la sensation d'être reconnus pour ce qu'ils font. Donc ça donne une photographie des priorités partagées de l'équipe,
Et à partir de là, en fait, on va pouvoir commencer à travailler et se dire, bon, une fois qu'on a, conclu tous ensemble qu'on avait besoin d'aller vers plus d'agilité, deux, qu'on a vu quelles étaient nos priorités en termes d'action pour pouvoir se lancer, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va passer à l'action. Et on va passer à l'action de façon différente en fonction des différentes configurations dans lesquelles on s'est mis. Je vous ai dit tout à l'heure que ce travail de diagnostic, d'alignement, on pouvait le faire soit au sein d'une équipe projet, soit au sein d'une petite équipe dans une entreprise, soit au niveau d'une entreprise. En général, là, on commence avec le CODIR. Donc, on va avoir des modes d'action très différents. Quand on est au sein d'une équipe projet ou d'une petite entreprise qui veut travailler sur son mode de fonctionnement interne entre eux, on va directement, dès la fin du séminaire, voire dès les dernières heures du séminaire, commencer à se construire un plan d'action et se fixer des étapes. Donc, se créer une première petite roadmap pour se dire, dans les 3 mois qui viennent, par quoi on commence et qu'est-ce qu'on va faire. Pourquoi 3 mois? Ça fait déjà partie de l'installation d'un nouveau modèle. On l'a vu tout à l'heure dans le besoin de collaboration. Ce qui est important dans les équipes agiles et sur quoi on reconnaît les équipes agiles, c'est qu'elles s'arrêtent régulièrement. Elles regardent ce qui s'est passé, moins bien passé, les succès, les difficultés. Et ensuite, elles adaptent leur plan pour pouvoir mieux réussir dans l'étape d'après. Donc, c'est pour ça que ces étapes, alors souvent nos clients, on leur conseille de choisir des étapes entre 6 semaines et 3 mois en fonction de l'urgence de leur accélération. Mais 3 mois pour une entreprise, c'est pas mal. En fait, ça laisse le temps de faire des choses et en même temps, c'est suffisamment clair pour que les gens ne s'endorment pas. Et une équipe, à l'issue du diagnostic, elle peut d'ores et déjà faire sa roadmap des 3 premiers mois. Un deuxième cas de figure qui est une équipe un peu plus importante et surtout qui va embarquer son écosystème vers plus d'agilité. C'est parfois le cas des équipes informatiques, par exemple, puisque on a quand même aujourd'hui beaucoup de directions informatiques qui travaillent sur leur méthode agile et qui forment leurs collaborateurs à l'agilité. Mais être agile entre informaticiens, ça a une limite assez claire. Si on n'est pas capable d'embarquer son client, ce qui est au cœur d'ailleurs de la méthode agile, ça devient vite extrêmement compliqué. Donc, classiquement, les équipes IT ont souvent besoin d'embarquer les équipes marketing, par exemple, avec elles. Donc, si elles constatent qu'effectivement, c'est là leur besoin à l'issue de ce diagnostic, eh bien, il faut qu'elles aillent faire leur VRP et proposer à leurs parties prenantes d'étendre cette phase de prise de conscience et de proposer aussi de rentrer en expérimentation sur des sujets. La meilleure façon, en fait, de montrer que ça fonctionne, c'est d'essayer. De toute façon, ça, c'est au cœur de la méthode agile. C'est le test and learn. On peut prêcher dans le désert pendant 2 ans, essayer de convaincre des gens autour de vous. Si vous n'acceptez pas d'essayer une première chose, vous n'arriverez jamais à passer à l'action. Donc, c'est important de très, très vite être capable de proposer des expérimentations pour montrer que ça fonctionne. Si c'est votre codir qui vous a appelé pour faire ça et vous avez lancé cette première phase avec un codir et qu'ils ont conclu tous ensemble qu'effectivement, ils voulaient se lancer vers une démarche qui leur permet de trouver plus d'agilité, on va utiliser les priorités définies comme un point d'entrée, mais là, on va lancer une phase de cadrage avec leurs propres équipes pour regarder comment on embarque l'entreprise. Le CODIR a lancé sa commande. Maintenant, on a vraiment besoin d'aller un peu plus auprès des équipes pour regarder comment est-ce qu'on peut les embarquer. Voilà, j'ai terminé ma partie présentation. On a fait ce diagnostic avec déjà plus d'une dizaine d'entreprises et presque autant de CODIR. C'est une conversation qui marche toujours, qui est très agréable d'ailleurs pour les participants. Plusieurs d'entre eux nous ont dit, mais on ne s'est jamais parlé comme ça. C'est la première fois qu'on a ce type de conversation entre nous. Et puis en plus, on les met sur un moment de détente puisqu'on commence par faire un jeu d'agilité qui les oblige à se mettre un peu en mouvement et à trouver une première expérience et des premiers drivers ensemble sur finalement qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Donc ils retiennent en général une journée qui a été complète, très prenante, un peu fatigante, il faut être tout à fait honnête, mais surtout qui leur a permis de se parler vrai et autour d'expériences réelles. Derrière, les différents projets peuvent prendre vraiment des formes totalement différentes. C'est un peu ce que je disais en introduction, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas une solution,
Il n'y a pas une chose qu'on peut appliquer à tout le monde. Chaque entreprise, en fonction de son point de départ, de sa culture et de son écosystème, va apprendre à construire son modèle. Alors bien sûr, il y a des bases. Les bases, ce sont celles de nos 5 axes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si effectivement on ne travaille pas sur son but commun, si on ne travaille pas sur sa capacité à travailler en mode itératif, bon, ça ne va pas fonctionner. Mais au-delà de ces bases, chaque entreprise va trouver son rythme, va trouver le bon modèle qu'il lui faut pour pouvoir s'adapter à plus d'agilité en fonction du nombre de managers qu'elle a, de la taille des équipes, de sa répartition géographique. Et donc, c'est important, en fait, quand on veut se lancer au sein d'une entreprise sur ce modèle-là, que les équipes co-construisent elles aussi le modèle qu'elles souhaitent adopter. À la fois en l'expérimentant sur des petites équipes et à la fois en discutant avec leur management pour se trouver le bon niveau d'adaptation. Voilà, j'espère ne pas avoir été ni trop long ni trop soporifique dans ma présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire.